Alors tout d'abord, bonjour à tous, goedendag iedereen. Cette présentation va se dérouler en français. Je vais donc essayer de simplifier mes phrases au maximum pour nos collègues néerlandophones. Comme vous le savez certainement, il n'est pas toujours évident d'uniformiser les réponses dans un centre de contact, surtout quand celui-ci traite de multiples sujets. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de vous présenter ceci. Avant de commencer, je vais parler du centre de contact Terranova pour lequel je travaille. Alors, on est le point de contact de la sécurité sociale. On est composé d'environ une trentaine de collaborateurs et on assiste les utilisateurs finaux, principalement techniquement et administrativement. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet car mon collègue David va bien mieux vous expliquer cela que moi actuellement. On va d'abord voir la structure ensemble. On va voir le contexte, qu'est-ce qu'un knowledge et la différence entre FAQ et knowledge. On va parler des atouts de cette base de données. On n'oubliera pas de parler de comment on crée un knowledge, sa naissance. On parlera aussi de la recherche d'un point de vue collaborateur, d'un point de vue pratique. On parlera de l'importance du référencement, sans oublier bien sûr la mise à jour régulière de cette base de données. On parlera d'un point qui à mes yeux est très important, c'est la formation des collaborateurs, sans oublier bien sûr l'interchange entre première ligne et product owner pour finir sur une conclusion. Alors au centre de contact, on traite d'une multitude de sujets pour diverses institutions, passant de la DIMONA à la déclaration de travaux, sans oublier les soins de santé au niveau fédéral. On travaille aussi au niveau régional avec par exemple le certificat vert du SPW, tout ce qui est installation photovoltaïque. Les contacts proviennent de divers canaux. On a des chats, des mails et des formulaires web, et ça provient aussi bien de citoyens, d'entreprises que de professionnels de la santé. On est donc confronté à une diversité des questions qui est très grande. Il n'est pas du tout évident de retenir tous les processus et les réponses de tête, donc le risque de fournir une réponse mauvaise est important. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser une base de données qui comprend diverses procédures, diverses réponses, que nous appellerons ici les knowledge. L'objectif principal, comme vous l'avez deviné, s'assurer que les réponses soient uniformes et à jour. Alors, qu'est-ce que sont les knowledge? Les knowledge, c'est une base de données informatisée qui contient toute une série de procédures de réponse nécessaires au traitement des questions. Notons que c'est bien plus efficace que la bonne vieille technique end of chain de l'époque. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais le end of chain, en fait, c'était un système de fardes avec un code couleur et différentes réponses contenues dans cette farde. Et en fonction de ce qu'on cherchait, on arrivait à avoir un résultat plus ou moins correct. Alors, on peut bien sûr imaginer que les knowledge ne datent pas d'aujourd'hui, c'est juste une transposition informatisée de cette technique end of chain. Rappelons tout de même, soulignons tout de même que la complexité des questions et le nombre de sujets a évolué, donc cette base de données s'avère bien judicieuse. Il est important de faire une différence entre FAQ, qui est plutôt un usage externe, qui est facilement, en règle générale, trouvable sur le site que l'utilisateur consulte, et les knowledge, qui sont une base de données à usage interne. Il n'est pas spécialement judicieux que des utilisateurs externes puissent accéder à cette base de données. Pourquoi les knowledge sont si importants? Pour plusieurs choses. La première, vous l'avez compris, c'est uniformiser les réponses, très important. Ensuite, ça permet aussi aux collaborateurs de retrouver facilement, rapidement et efficacement la procédure, la réponse à appliquer en fonction du cas. Beaucoup plus efficace qu'une farde à chercher avec des codes couleurs. Ici, on va parler d'une conséquence d'une non-uniformisation des réponses. Prenons l'exemple d'un étudiant étranger qui veut accéder à l'attestation Student at Work pour pouvoir travailler en Belgique. On a deux cas. On a l'étudiant étranger non résident en Belgique et l'étudiant étranger résident en Belgique. Comme vous pouvez le voir, l'étudiant étranger non résident doit passer à l'ONSS pour enfin récupérer l'attestation Student at Work, pour pouvoir se connecter. Que l'étudiant étranger qui réside en Belgique, lui, il doit juste aller au SPF Bosa pour récupérer un moyen de connexion. Imaginons qu'un collaborateur dise à l'étudiant étranger non résident en Belgique, on va dire qu'il vient de Pologne, de se présenter au SPF Bosa. L'étudiant polonais va se rendre au SPF Bosa. Le SPF Bosa va lui fournir effectivement un moyen de connexion à l'attestation Student at Work. Mais quand il va rentrer en Pologne, il va se rendre compte qu'il ne peut toujours pas se connecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il devait passer à l'ONSS avec son passeport physiquement.
Les conséquences sont donc assez importantes. J'imagine que l'étudiant polonais n'est pas venu à pied en Belgique, il a certainement pris un ticket de train ou un billet d'avion, donc ça fait une perte d'argent, premièrement, une perte de temps, et il devra dans tous les cas revenir à l'ONSS pour qu'on puisse justement lui créer cette attestation Student at Work. D'où l'importance d'uniformiser les réponses au maximum, car les conséquences peuvent être assez désastreuses dans certains cas. On va parler des atouts de cette base de données. Ça, vous l'avez bien compris, le but premier est d'uniformiser les réponses. Ensuite, ça nous permet un contrôle qualité plus précis. On va le voir dans quelques slides. Ça facilite la recherche d'un point de vue collaborateur. On recherche avec des mots-clés, on va le voir aussi juste après. Ça nous permet aussi de bien délimiter le domaine de compétences. C'est pas toujours évident, même pour un agent expérimenté, de savoir ce qu'on peut faire dans quel contexte. Et cette base de données nous permet vraiment de bien délimiter le domaine d'action du centre de contact. Et pour terminer, d'un point de vue monitoring, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que nous, on oblige, et on va le voir, les agents, les collaborateurs à lier un knowledge directement dans le dossier. Si on remarque qu'un certain knowledge pour une certaine procédure est utilisé de plus en plus de fois, on va pouvoir se rendre compte et être proactif et prendre éventuellement action sur un problème qui devient récurrent. Vraiment un avantage sympa au niveau du monitoring. Ici, on va parler de la naissance d'un knowledge. Il y a plusieurs cas, mais le premier reste bien sûr que le product owner, le donneur d'ordre, nous fournit une liste de réponses. C'est la personne la mieux placée pour nous fournir tout ça parce que c'est les product owners, ceux qui possèdent le produit, ils le connaissent bien et certainement mieux que nous. Le deuxième cas, ben, si on remarque au centre de contact qu'un souci est récurrent et qui n'est pas répertorié, à ce moment-là, on peut prendre l'initiative de créer une nouvelle procédure, de trouver une nouvelle réponse, mais bien sûr, toujours en aval avec le donneur d'ordre. Je mets l'accent ici sur le fait que la première ligne n'est pas la seule responsable du contenu de ces knowledge. Le product owner, le donneur d'ordre, doit lui nous fournir des informations exactes. Si elles ne sont pas correctes ou peu correctes, ça peut avoir un impact important sur nos procédures et nos réponses. Mais ce n'est donc pas à la première ligne d'être responsable entièrement de ça. Ici, nous allons parler de la construction d'un knowledge. Il y a différents critères qui régissent la création d'un knowledge, comme le titre, la langue bien sûr, le service, les mots-clés, on va en parler juste après. On peut aussi y mettre une réponse standardisée ou pas, y mettre un lien ou encore une pièce jointe. Vous voyez ici le titre, e-box entreprise, comment un utilisateur peut ouvrir un document qui se trouve dans l'e-box entreprise. On a la langue ici bien sûr, le service, parce que nous on travaille par service. Bon, ici j'ai pas de réponse standardisée ou de lien ou de pièce jointe, mais il est tout à fait possible de faire ça à sa guise. C'est un point qui me semble important à vous montrer, c'est la recherche d'un point de vue pratique, d'un point de vue collaborateur. Alors ici, on reçoit une question. J'ai besoin du numéro de la Dimona de mon travailleur car je l'ai perdu. Je ne connais pas la réponse. Je vais donc aller vérifier dans notre base de données ce qu'il en est. Je vais d'abord mettre mon critère de langue. Cette fois-ci, je travaille en français, donc je choisis le français. Et je vais prendre le mot-clé qui me semble le plus adéquat. Je vais choisir numéro Dimona. Je fais Enter. Et effectivement, je vois la procédure en question. J'ai perdu un numéro de Dimona. Pouvez-vous me le donner? Alors là, on a tout le rôle du centre de contact, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est assez rassurant, surtout quand on traite beaucoup de questions différentes par jour. Donc là, je lis, je prends connaissance de ceci. Je le publie naturellement dans le dossier. Je relis une deuxième fois pour être certain de ce que je lis et de ne pas l'interpréter de manière erronée. Et puis, je vais pouvoir commencer à répondre à l'utilisateur. Enfin, j'ai terminé mon mail, je lui envoie et il reçoit ma réponse. Alors ici, c'est un point que je vais mettre en avant et qui, à mes yeux, me semble très important aussi, c'est que pour le collaborateur, nous, on l'oblige à lier un knowledge au dossier. Sans ça, il ne pourra pas répondre. Il va avoir un message d'erreur qu'on va voir ensemble juste après. Ça permet beaucoup plus grande sécurité sur les attitudes de réponse.
On est certain que le collaborateur a été recherché dans la base de données et qu'il a fait un effort de recherche, ce qui est très important. Vous allez voir ici, je veux répondre directement sans mettre de knowledge et vous allez voir un message d'erreur. Knowledge article is mandatory. Donc sans ça, je ne peux pas répondre. Alors, on va passer ici à l'importance des mots-clés. Les mots utilisés dans les knowledge ont une importance accrue. Pourquoi? Car ceux-ci, en fait, c'est ceux-ci qui vont guider la recherche du collaborateur. Alors, si vous utilisez des mots qui ne sont pas utilisés par la plupart en français et en néerlandais, bien sûr, ça va compliquer fortement la recherche. Prenons l'exemple ici avec un knowledge du SPF Mobilité. Ce knowledge a été créé dans le cas où des entreprises ne rentreraient pas dans les conditions pour participer à l'enquête mobilité. Et dans ce cas-là, ils doivent demander une dérogation. Vous voyez ici, je tape SPF Mobilité dérogation qui sont mes mots-clés. Et je tombe bien heureusement sur le knowledge en question. On voit que le mot dérogation apparaît dans le titre. Cependant, si je n'avais pas mis de mot dérogation, ah ben vous verrez qu'il n'apparaît pas. Et un collaborateur n'a pas spécialement beaucoup de temps devant lui pour devoir chercher après une procédure. Donc c'est très important d'utiliser les mots-clés qui sont utilisés par la plupart des collaborateurs. Ceci va faciliter grandement la recherche des knowledge. Ici, on va parler de l'importance du référencement. C'est aussi important que les mots-clés. Il est primordial que la base de données soit structurée. Si une équipe de plusieurs personnes travaille sur cette base de données, alors il faut qu'ils se mettent d'accord sur la structure et la façon dont ils vont référencer cela. Il faut une structure semblable, avec un titre semblable, une explication semblable pour éviter les soucis d'interprétation. Si le référencement n'est pas uniforme, alors la recherche et la compréhension deviennent compliquées pour nos collaborateurs. D'un point de vue compréhension, comme je disais, il faut une structure semblable. Nous, on utilise principalement le rôle du centre de contact avec les 3 types de questions qu'on reçoit habituellement. Accès technique au contenu. Ici, c'est un point important aussi. Tous les points sont importants en fait, mais surtout celui-ci. Il faut une mise à jour régulière de la base de données. Les procédures, elles changent au fil du temps. Et sans une mise à jour régulière, on va se retrouver avec des réponses, des procédures qui ne sont peut-être plus appropriées. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui poussent au changement d'une base de données, du changement de procédure, pardon, de réponse. Il peut y avoir des facteurs législatifs, un changement dans la loi qui applique un changement important, ou un changement applicatif, donc directement dans l'application. Rappelons-le, nous travaillons principalement dans un support technique et administratif. J'insiste sur le fait que l'équipe qui travaille dessus doit vérifier de manière ponctuelle les procédures, les réponses, voir ce qui a évolué, voir ce qui n'a pas évolué, voir ce qui a changé, ou voir ce qui peut rester comme tel. Très important, sinon on se retrouve avec une belle base de données, mais avec des réponses qui sont des fois peu, voire pas appropriées. Cette vérification, elle doit se faire en échangeant continuellement avec les collaborateurs et le product owner. Le collaborateur, pourquoi? Parce que c'est celui qui utilise l'outil tous les jours, c'est celui qui est en première ligne. Et le product owner, pourquoi? Parce que c'est lui qui maîtrise clairement le contenu de son nouveau projet. On va passer à un point important qui est la formation du collaborateur. Comme je l'ai dit, c'est lui qui est en première ligne. C'est lui qui utilise l'outil tous les jours. Donc il faut que lui soit préparé, soit formé, soit briefé au maximum. Il y a plusieurs axes sur lesquels se pose la formation. Premièrement, la formation pratique, comment on utilise l'outil, comment on fait une recherche. Ensuite, il y a le briefing. Dans le cadre d'un nouveau projet, nous, on fournit à chaque fois un document avec le rôle du centre de contact, avec aussi les mots-clés à utiliser pour retrouver facilement le knowledge et toutes sortes d'informations bien utiles à la compréhension d'un nouveau projet. Et pour finir, un point très très important, c'est la responsabilisation du collaborateur. Comme je l'ai dit avant et je me répète encore, le collaborateur est en première ligne. C'est lui qui utilise l'outil tous les jours. Donc, il faut le responsabiliser à nous fournir un feedback. Un feedback d'un point de vue procédures qui ne sont plus correctes, ou aussi un feedback si le collaborateur repère une question qui arrive souvent, mais qui n'est pas référencée spécialement dans la base de données Knowledge. Ici, c'est un point très important, c'est l'interchange entre première ligne et product owner. On en a déjà discuté un petit peu, mais ça, c'est absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que le product owner, c'est lui qui possède les données, les informations sur son projet. En tout cas, il les connaît bien mieux que nous.
C'est important de régulièrement rencontrer le donneur d'ordre, le product owner, pour discuter de tout ça. C'est même primordial en fait. La bonne continuité de cette base de données ne peut pas se faire sans un interchange régulier entre product owner et première ligne. Sans oublier bien sûr notre collaborateur qui lui doit nous fournir du feedback. D'où la responsabilisation sur ce point de vue. Alors en conclusion, si vous voulez uniformiser les réponses dans un centre de contact qui traite surtout beaucoup de sujets, vous avez la possibilité de créer une base de données. La base de données qu'on a appelée ici les knowledge. Si vous créez une base de données de knowledge, il faut la rendre accessible et compréhensible. Sans ça, ça va être compliqué, vous aurez des soucis d'interprétation et donc peut-être des réponses qui soient pas correctes. Il faut bien sûr mettre un point important sur la formation des collaborateurs, donc comme on l'a vu sur 3 points, formation de l'outil, briefing et responsabilisation, pardon. Nous, on applique le fait d'obliger l'utilisateur, le collaborateur, pardon, à utiliser cette base de données. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est quelque chose qui nous rassure beaucoup parce qu'on est certain que l'utilisateur va aller dans cette base de données, va aller chercher l'information et va essayer d'interpréter. Un point très important, c'est structurer cette base de données avec des critères communs. Si vous avez 1000-1500 différentes procédures et que la structure n'est pas pareille, ça risque d'embrouiller un petit peu l'esprit du collaborateur. Donc, mettez bien un point d'attention là-dessus. Et pour terminer, on n'oublie pas de mettre à jour régulièrement cette base de données, sans quoi on va se retrouver avec des procédures qui ne sont pas ou peu correctes. Merci de votre attention. Alors, n'oublions pas que l'objectif principal, c'est d'uniformiser les réponses, mais d'autres avantages peuvent en découdre, hein, comme on l'a vu. Premièrement, une facilité de recherche pour les collaborateurs. On a l'uniformisation, ça permet aussi un monitoring vraiment intéressant d'un point de vue monitoring, bien sûr. Et pour finir, on a une base de données qui permet l'interprétation qui ne soit pas trop large. Merci à tous pour votre visionnage et une bonne journée.